Du lever du soleil à la tombée de la nuit, pas de répit, ni pour nos yeux, ni pour nos oreilles. Ils sont stimulés non-stop par une foule d'informations. Une radio qu'on allume chaque jour, une télévision jamais éteinte qui habite notre salon, sans oublier les nouvelles technologies. Internet, smartphones et tablettes ont achevé de nous transformer en récepteurs mobiles connectés au monde n'importe où, n'importe quand. Et quand les émetteurs se multiplient jusqu'à la saturation, plus moyen de faire le tri. Une overdose d'infos qui empêche tout esprit critique et ouvre la porte aux dérives, à la pensée unique. Marc Sinave est professeur de journalisme à l'IEX. Il nous explique comment, en 3 décennies, la télévision est arrivée à ces dérives. On parle ici quand même pour expliquer la puissance prise par la télévision à la fois dans l'économie des médias, dans l'opinion publique et dans l'impact qu'elle peut avoir à la fois sur les autres médias mais aussi sur le discours public. On parle quand même de processus d'évolution qui sont liés à la libéralisation financière des capitaux, à la libéralisation des technologies de l'information et de la libéralisation du paysage de l'audiovisuel. Donc on est là dans une conjoncture des années 80 et 90 qui a structuré aujourd'hui véritablement la situation. C'est comme une dent de sagesse qu'on devrait enlever et qui est très très profondément cimentée dans votre mâchoire. Ça fait parfois un peu mal, c'est parfois un peu difficile, il faut parfois beaucoup de temps et d'efforts pour en venir à bout. Cet héritage empoisonné, ces dérives des médias ont aussi attiré l'attention des acteurs de l'éducation permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, pour leur journée de bilan, ils ont invité Marc Sinave à venir décoder les médias. Mais pourquoi ce choix des médias ? Et assez vite, on s'est mis d'accord sur la question des médias, parce que tout le monde est interpellé dans le milieu associatif sur le fonctionnement des médias. Alors, depuis le plus petit bout de la lorgnette qui est, c'est devenu quasi impossible d'avoir un espace dans les médias pour le travail associatif. Ça, c'est le plus petit bout de la lorgnette, mais qui n'est quand même pas négligeable. Jusqu'à qu'est-ce qu'on met comme outil en place pour décrypter les messages des médias, c'est-à-dire l'éducation aux médias, lire les images, etc. En passant par comment on produit de la parole aujourd'hui avec les citoyens au travers de médias qu'on porte soi-même, qu'ils soient via le web, par des journaux, par des radios associatives, par des télés associatives, etc. Comment on fait ça aujourd'hui dans un paysage médiatique complètement saturé et très codé, pour finir. Donc c'est toutes ces questions-là qui traversent, et bien d'autres encore, qui traversent les différentes organisations et le secteur dans tous les sens, avec en plus comment les médias traitent l'information aujourd'hui. Alors ça, évidemment, ça nous inquiète beaucoup, avec l'approche événementielle, la hiérarchie de l'information, la question du social, enfin bon, il y a 150 000 questions, et en tout cas, personne ne peut se satisfaire de la façon dont l'information est traitée aujourd'hui. Comment les médias font-ils l'info aujourd'hui ? Premier constat, la séparation entre info et divertissement est de plus en plus mince. On parle d'ailleurs d'infotainment, de l'info mélangée à du divertissement, plus digeste pour les téléspectateurs, devenus des consommateurs et même des consommateurs boulimiques. La plupart de ces gros consommateurs de médias consomment des médias moins pour comprendre et réfléchir sur le monde, parce qu'ils ne trouvent pas forcément dans les contenus médiatiques, journalistiques, les clés de compréhension, mais ils continuent néanmoins à faire partie de l'audience de ces médias, donc à alimenter les processus en cours, simplement pour être au courant et pour pouvoir en parler. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent véritablement d'un journal télévisé où on passe très rapidement sur 15 ou 20 sujets en une demi-heure, et pas 6 ou 8 comme il y a un certain nombre d'années. Alors bien sûr que l'information, ce n'est pas de la sociologie, ce n'est pas l'université, les journalistes ne sont pas là pour
créer des savoirs, ils sont là pour rapporter des faits. Encore faudrait-il qu'il y ait une réelle pluralité des faits et que ces faits soient un minimum articulés entre eux. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui domine la logique de l'information, même si toute l'information ne se réduit pas à ça, mais ce qui domine la logique de l'information aujourd'hui, c'est le journalisme événementiel, qui met en avant l'événement unique du jour, que l'on va traiter avec, je dirais, un temps d'antenne ou un nombre de pages souvent assez considérable, qui prouve que quand on veut politiquement ou éditorialement, les moyens, on les trouve. Donc il y a là véritablement matière, je crois, à se poser des questions, une fois encore, sur ce rapport qui peut exister entre l'évolution du journalisme factuel, rapporter les faits, et essayer de mettre des liens entre eux, vers le journalisme événementiel qui aujourd'hui écrase tout. On va passer beaucoup plus de temps à expliquer qu'il y a du verglas sur la route entre Marchand-Famenne et Arlon que pour le même sujet sur la guerre au Soudan. Enfin, pour prendre deux exemples un peu extrêmes, et donc là il y a quand même une hiérarchie qui est parfois inquiétante. Il suffit d'un gros événement pour que certaines tentations dérivent, comme la couverture instantanée, en direct, avec un dispositif qui va injecter de l'émotion. Mais un sujet comme ça, un peu spectaculaire, on va dire, parce que lié au code même, au code médiatique même du traitement de l'événement, ça peut foutre en l'air le travail de mois et de mois de travailleurs sociaux, de travailleurs de rue. Je ne suis pas sûr qu'il y a moins de traitement du social. La question, c'est comment on traite le social. Et comme on est sur l'événement, la lecture immédiate, etc., on traite le social comme un fait divers. Et on prend peu de temps à le resituer dans son contexte, dans les enjeux, dans les forces en présence, dans les contradictions, etc. L'affaire qui fait scandale dans les maisons de retraite, une femme de 94 ans a été expulsée. Le gouvernement dénonce une violation de la dignité humaine. La famille de la pensionnaire comptait 40 000 € d'impayés. Passons de Lelay à l'époque, le patron de TF1, qui dit combien il y a de cerveaux, quoi. Combien combien il y a de consommateurs. C'est ça sa préoccupation. Il est le directeur général d'une grande chaîne. Et sa préoccupation, c'est comment il va pouvoir vendre des espaces de cerveau disponibles à la grande distribution. C'est ça, il le dit. Bon, est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on n'est que des consommateurs? Bonjour à tous, il est 13h, en 3 janvier, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une, des produits soldés, la chasse aux bonnes affaires a débuté dans les magasins et les clients ont répondu présent. En même temps, je suis persuadé que le public en est en grande partie conscient, il n'est pas dupe. La preuve, c'est aussi que, on a pas mal de gens qui décrochent des JT. Et le fait de continuer à regarder un JT ne veut pas dire pour autant un blanc-seing ou un satisfecit donné au sujet d'information. On ne sait pas si le public qui regarde apprécie ou pas, décortique ou pas ce qu'il pense des images. Il ne zappe pas puisqu'il n'est pas mis forcément toujours dans les conditions pour zapper. Donc il ne zappe pas nécessairement. Pour mieux répondre aux attentes de ce public dont nous faisons aussi partie, des débats ont été menés sur la critique des médias dans différents ateliers lors de cette journée de bilan de l'éducation permanente. Histoire de rester vigilant, histoire de bien garder à l'esprit notre place de citoyen actif et doté de raison, capable de jouer un rôle de levier pour ses concitoyens, notamment en l'aidant à cultiver un certain esprit critique. Un ticket Island Postal Service 528 Palisade DR Pacific Palisade CA 90 272 31 0 459 60 73 Invoice 01 54 75 1.